sais, on voulait une cause qui avait besoin d'une voix puis de lumière. Les préposés, les infirmières me disaient: ben voyons, Madame Bélanger, vous ne pouvez pas garder cet homme-là à la maison, il y a trop de besoins, c'est trop intense. Et quand ils arrivent chez nous, on leur fait une place. Ils sont chez eux. Ici Marie Orsini, je vous souhaite la bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Aujourd'hui, beau sujet, sujet important en fait, nous parlerons des milieux d'hébergement. Comment vit-on, une fois le choc passé, la réalité lorsque l'aidé, la personne qu'on aide, est dans un autre milieu de vie que celui de sa maison? Comment se transforme le rôle du proche aidant? Comment aussi activer nos capacités d'adaptation? Vraiment plusieurs questions sur lesquelles il faut se pencher et c'est ce que nous allons faire avec la directrice générale de la Société d'Alzheimer de la Rive-Sud de Montréal, Julie Gagné, qui nous parle de l'importance du travail d'équipe. Ça, c'est leur philosophie. Travail d'équipe avec les proches aidants. Également, Madeleine Bisson de Val-d'Or, proche aidante de son mari Gilles, âgé de 74 ans. Et Véronique Cloutier, oui, la belle Véro, qui nous rend visite parce qu'elle ouvre bientôt les portes de la toute première maison de la Fondation Véro et Louis à Varennes, vouée aux adultes autistes. Vraiment un milieu de vie extrêmement important. De belles rencontres pour vous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Dans le cadre de notre thématique La vie en hébergement, nous avons le plaisir d'accueillir une fille qui a décidé, en duo avec son mari, de s'impliquer, puis pas à peu près, auprès des adultes autistes pour qui, quand on regarde ça, le futur pourrait vraiment sembler incertain, inquiétant, limité même, parce qu'après l'âge de 21 ans, les services offerts aux autistes sont presque non existants. Véronique Cloutier, bonjour. Allô, Marina, merci beaucoup de me recevoir pour parler de ça. C'est mon sujet préféré. Bien, je le sais. Puis écoute, ça fait plusieurs années que tu baignes là-dedans. Puis là, on en parle depuis tantôt. On va essayer de tout vous redire ça. Ouais. Mais c'est quand même extraordinaire, ce projet-là. Donc, vous avez fait naître la Fondation Véro et Louis. Et c'est incroyable de penser qu'après l'âge de 21 ans, les autistes adultes sont comme quasiment orphelins de service. Là. Oui, absolument. Il n'y a rien pour eux. C'est que la scolarité se termine à 21 ans pour les personnes autistes. Donc, après ça, tes options, il y a évidemment des centres de répit, des centres de jour qui sont ultra importants, qui sont essentiels. Et ça, il y en a des offres à ce niveau-là. Mais il n'y a pas d'hébergement permanent. Ce qui fait que des familles avec un adulte autiste, quand les parents vieillissent ou si un des parents tombe malade ou s'il y a une situation de précarité, là, il faut retourner sur le marché du travail. Il y a beaucoup de facteurs qui font que tu pourrais avoir besoin que ton enfant vive ailleurs que chez toi. Puis, il n'y en a pas vraiment d'options. Donc, en ce moment, une personne autiste de, je sais pas, 25, 30, 50 ans peut se retrouver dans un CHSLD qui n'est pas du tout adapté à ses besoins. Il existe aussi des ressources intermédiaires, il y a des familles d'accueil, il y a des gens qui veulent leur bien, qui veulent les aider, mais c'est jamais une solution permanente où tu te dis, bon, maintenant, mon enfant habite là, c'est sa maison pour la vie. Exactement. Puis après, moi, je n'ai plus à m'inquiéter. Ouais. Je m'en occupe, je l'aime, je vais le voir, je l'amène chez nous à Noël, mais je n'ai pas à m'inquiéter de est-ce qu'il est bien au quotidien. Tous ses besoins. Puis à long terme, quand je vais vieillir, quand je vais mourir, où est-ce qu'il va aller? Ouais. Nous, c'est à ce besoin-là qu'on voulait répondre. Donc, c'est toujours important pour moi de le remettre en contexte parce que ça heurte des gens qui œuvrent déjà dans ce milieu-là quand je dis que ça n'existait pas. Il y en a des services. Il y a certains services, il y a certaines ressources, mais l'hébergement permanent adapté avec une programmation offerte pour les personnes autistes, ça n'existait adaptée pas. Entièrement à leurs besoins, ça, il n'y en avait pas. Non. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Est-ce qu'on a fait, en fait? Oui. On n'a pas essayé, je dirais qu'on l'a fait. Pas mal, entièrement. À quelques semaines de l'ouverture de la maison, je te dirais qu'on l'a fait. Incroyable. Est-ce qu'on peut dire aussi, Véro, que c'est un peu de la faute de Guylaine Gay, tout ça? Oui, absolument. Guylaine, que les gens connaissent sûrement, qui est humoriste, chroniqueuse, animatrice. Guylaine fait toutes sortes de choses. Oui. Tu la connais très bien. Elle a travaillé avec toi longtemps. Guylaine est mère de 2 garçons autistes. Un qu'on dit de haut niveau, c'est-à-dire il est verbal, il est fonctionnel. Léo, qui va être relativement autonome, je te dirais. Oui. Et Clovis, son plus jeune, qui, lui, est non-verbal et donc qui est vraiment... qui a des traits...
plus caractéristique de ce qu'on entend de l'autisme. Là. Par exemple, il fait du flapping avec ses mains, il y a certaines rigidités, il y a certaines peurs. Oui, exactement. Bon, très, très sensible, il est colleux, alors que Léo, lui, aime pas se faire toucher. Chacun a il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. C'est ce que j'ai appris dans les dernières années. Donc, Guylaine a ces 2 garçons-là, dont elle est la maman. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle « 2 garçons à la mer » qui raconte avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de sensibilité, son quotidien avec ses garçons. Tu l'avais lu, ce livre-là? Moi, je l'ai lu, ce livre-là, puis je l'ai lu dans... Tu sais, de la vie, des fois, arrange les affaires, puis les planètes s'alignent. Moi, j'ai lu ce livre-là alors que Louis et moi, on était à la recherche de notre grand projet de vie. C'est-à-dire, on voulait unir nos forces puis notre notoriété, puis nos pour sous, aider du monde. Pour aider des gens. Mais moi, le Véro, c'est ce qui m'impressionne, c'est que il n'y a pas d'enfants autistes autour de toi, en tout cas pas que je sache. On n'en a pas dans nos familles puis dans notre entourage proche, je me dis, c'est incroyable que vous ayez eu l'idée ou l'ouverture, la générosité, l'ouverture surtout, de faire, on va aller chercher une cause qu'on connaît pas, mais qu'on sait, les besoins sont tellement grands. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Ben écoute, t'es fine, pour nous, c'est pas... pour nous autres, ça allait de soi. Parce qu'on voulait vraiment faire une différence en choisissant une cause. Ouais. On voulait une cause qui avait besoin d'une voix puis de lumière. Et c'est là qu'on est tombé donc, sur le livre de Guylaine. Puis j'étais dans mon lit le soir, puis j'ai lu ça. Puis elle dit une phrase précise dans le livre où elle raconte qu'elle rêve d'une maison comme ça qui va accueillir des enfants comme les siens. Puis là, elle dit, est-ce que cette maison-là va tomber du ciel, Guilou? Non, quelqu'un de généreux va entendre mon appel, tu sais. Puis là, ça m'a rentré dedans. J'ai dit, bien, je pense que c'est nous autres. Fait que là, j'en ai parlé à Louis. Louis est sceptique. Louis, il n'est pas le genre à s'emballer rapidement. Fait qu'il m'a dit, c'est sûr que ça existe, puis Guylaine, elle ne le sait pas. Fait que là, on a fait des recherches. On s'est informé vraiment comme il faut. On a demandé à des recherchistes avec qui on travaille à la télé de faire des recherches pour nous. Puis on s'est aperçu que c'est vrai que de l'hébergement permanent adapté, il n'y en avait pas. Puis c'est comme ça qu'on a parti notre projet. Fait qu'au début, on voulait ramasser de l'argent puis redistribuer à d'autres fondations qui ont des maisons comme ça. Puis là, se rendant compte qu'il n'y en avait pas, Louis a un petit côté entrepreneur aussi. Fait qu'il s'est dit, bien, faisons-la. Tout ça, c'était plein de bonnes intentions et de naïveté, ma belle Marina. De naïveté, hein? Est-ce qu'on peut dire, là, tu peux nous dire ça, mais on ne sait pas dans quoi on s'embarque des fois. On ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Tu sais, tu arrives là, toi, dans le domaine de la philanthropie, tu veux changer les choses, tu veux aider, tu veux bien faire, mais il y a un paquet d'obstacles sur la route là, tu sais, qui peuvent, par moments, honnêtement, être décourageants. Puis c'est là que c'est important de toujours se ramener à ton idée de départ. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux aider les familles. Puis donc, tu te raccroches à ton intention première, tu sais, qui est de faire du bien puis d'aider. Exact. Puis, tu sais, au départ, vous auriez pu, effectivement, comme tu dis, là, ramasser bien de l'argent puis aider dans des services. Mais non, vous avez décidé de faire quelque chose qui n'existait pas. Et c'est un gros projet. Ouais. C'est gros. Parle-moi de cette maison-là. Je sais que tu en as parlé souvent, mais là, on a du temps là, aujourd'hui pour en parler. Il n'y a pas de limite de temps. Bien, c'est une maison qui va accueillir 20 résidents. Jusqu'à 20 résidents par maison. Exactement. Donc là, il y en a une de faite. Elle est bâtie, elle est prête à ouvrir. Elle est à Varennes, sur la rive sud de Montréal. La Ville de Varennes nous a donné un terrain au tout début, quand on a annoncé le projet. Ils vous ont donné le terrain, oui. Tu sais, ça prend beaucoup de gens avec du cœur pour mettre sur pied des projets de cette envergure-là. Donc, la Ville de Varennes a levé la main tout de suite parce qu'on avait établi avec le ministère de la Santé que c'était en Montérégie que les besoins étaient les plus grands et les plus urgents. C'est une demande du ministère de s'établir d'abord sur la Rive-Sud. C'est pour ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, sachant ça, tout de suite, la Ville de Varennes a dit, bien, nous, on va vous accueillir. Ça va nous faire plaisir. Donc, le maire de Varennes, Martin Danfous, qu'on salue puis qu'on remercie, qu'on a rapidement rencontré. Lui, dans son conseil de ville, il y a une collègue qui a un enfant autiste adulte. Oui. Donc, il était sensible à ça. Je pense que c'est elle qui lui a parlé de la Fondation Véro et Louis. Donc, on s'est alliés, puis ils nous ont donné un terrain. Là, après, on a fait faire des plans avec beaucoup de recherche parce que c'était un milieu adapté qu'on voulait. Donc, c'est pas juste... voici une bâtisse avec des aires communes, des chambres, puis c'est tout. Il fallait adapter le son parce que les personnes autistes sont sensibles au bruit. Donc, ça prenait des plafonds acoustiques partout. Ça prend des plafonds d'une certaine forme dans lesquels il n'y aura pas trop d'écho. La lumière, beaucoup de lumière naturelle, pas de néon dans la maison parce qu'ils ne sont pas capables de tolérer ça pour la plupart. Il y a toujours des exceptions, mais disons qu'on fait des généralités. Les miroirs dans les salles de bain sont
sont dans des armoires, ils sont fermés. Fait que si tu veux te voir, il faut que tu ouvres les armoires parce que la majorité des personnes autistes n'aiment pas se voir dans le miroir, ont peur dans certains cas de leur reflet. Donc, si tu veux utiliser le miroir, il faut que tu l'ouvres. Quand tu rentres dans la salle de bain, tu ne feras pas un cri ou un saut à chaque fois que tu te vois. Il y a des points de fuite. Les lignes droites, c'est important pour les personnes autistes. Donc, quand tu entres dans la maison, c'est un long corridor avec un faisceau de lumière qui t'indique comme voici la où direction, tu te diriges. là, Oui. Les tapis amortissent le bruit. Tout ça a été pensé. Donc, c'est le fruit d'une très longue recherche, d'un travail en collaboration avec les architectes chez... On l'a dit tantôt, ça fait 5 ans là, que vous Atelier êtes TAG. là-dedans. Ça a pris 5 ans là, entre le début du projet, là, quand on a lancé la fondation, puis l'ouverture de la maison. Tu peux retrancher 1 an de pandémie parce que ça nous a retardé. L'année dernière, on aurait été prêt à ouvrir, mais avec les mesures sanitaires, c'était pas possible. Puis trop d'incertitudes, puis des chantiers de construction arrêtés. Donc, on a retardé d'1 an. Fait que, disons 4 ans. 4 années bien remplies pour arriver à l'ouverture là, de la maison. Donc, on a engagé du personnel. Puis à partir du moment où on accueille les résidents, bien là, il y a un autre programme de recherche qui commence pour la programmation qui est offerte dans la maison. Parce que c'est pas un parking, tu comprends? Non, non, mais tu sais, moi, mettons, je suis maman d'une personne autiste de 25, 30, 35 ans. Je fais le choix que mon enfant aille vivre dans la maison Véro et Louis pour des raisons qui m'appartiennent et qui sont toutes valables, là, tu sais. Bien, je veux quand même pas que mon enfant soit assis dans sa chambre ou dans une chaise berçante toute la journée. Il faut qu'il y ait d'abord le maintien des acquis. Donc, ce qu'ils ont acquis à la maison, là, on veut pas perdre une certaine forme d'autonomie, il ne faut pas perdre ça. Puis, il faut aussi stimuler vers une autre forme d'autonomie. C'est une clientèle qui ne pourra jamais aller vivre tout seul en appartement. T'sais, ils sont semi-autonomes, ils ont besoin d'assistance pour la plupart des tâches du quotidien. Mais on veut renforcer cette autonomie-là à l'intérieur des murs de la maison, puis vivre aussi en groupe, puis en communauté. Puis, fait qu'il va y avoir toutes sortes d'ateliers d'offerts dans la maison avec des éducateurs spécialisés. Fait que, tu sais, tout ça, là, ça a été longuement pensé, réfléchi. Avec plein de spécialistes autour de vous. Plein là. de spécialistes. C'est pas juste inventé. Non, puis tu sais, l'Université de Montréal, puis l'UQAM, puis l'Université à Trois-Rivières, ils sont très spécialisés en technologie, justement, au niveau de ces besoins-là, chez les personnes autistes, chez les personnes handicapées, tout ça. Fait qu'on s'est entouré de plein de monde. Tu sais, vraiment, là, ce qui est important pour moi, c'est que les gens comprennent que c'est pas un bloc appartement ou une bâtisse. C'est un milieu de vie. C'est beaucoup plus que ça. C'est un milieu de vie. Ouais. Ça, j'aime bien cette expression-là. J'ai envie qu'on parle des familles. On est en compagnie de Véronique Cloutier dans le balado des proches aidants et on parle aujourd'hui, on parle de la vie en hébergement et quel invité idéal parce qu'on parle de la fondation, donc Véro et Louis et ces maisons-là pour les autistes adultes. Ces maisons-là, Véro, vous êtes en train de placer les draps dans les lits, là. Je veux dire, Oui. Vous êtes en train de finaliser, ça ouvre dans quelques semaines. On est là, j'arrive de la maison justement, là, juste avant de venir te voir. On passe beaucoup de temps là ces temps-ci parce qu'on accueille, on rencontre les familles avec les résidents. On accueille les premiers employés. Là. Tantôt, j'étais avec le chef cuisinier. Il installe sa cuisine, il déballe son lave-vaisselle. Fait que... Ça aussi, au niveau des repas, là, l'alimentation... Ça doit être particulier aussi. Oui, parce que chez les autistes, il y a beaucoup de rigidité alimentaire. Ça, c'est Guy Lenguet qui m'a appris ça. Les textures, Oui, ça va, ça varie, là. Tu sais, le spectre est très, très large. Donc, il y en a qui vont manger juste une affaire, puis ça va être ça. Il y en a d'autres, c'est plus un problème de texture. Il y en a que ça va être séparer les affaires. Il y en a, tu sais, trop chaud, trop froid, pas de sensibilité, trop de sensibilité. Aussi, ça prend des spécialistes. C'est ça. Puis, tu vois, notre chef cuisinier dans la maison ce matin, là, justement, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas leur faire à manger de bon, là, Christian? Puis il m'a dit, ce qu'ils veulent. Je vais faire ce qu'ils veulent. Je vais m'adapter, je vais rencontrer les parents, puis il va bâtir son menu autour de ça, puis des désirs de nos résidents. Imagine. Tu sais, fait que c'est vraiment personnalisé, puis c'est fait avec tellement d'amour, Marina. C'est ça qui est mais j'ai le plus beau. Frissons, je te jure, là, j'ai des frissons de la tête aux pieds à t'écouter, à regarder tes yeux. Mais tu sais, ces temps-ci, nous autres, on pleure beaucoup parce qu'on est justement on est sur les derniers milles de la concrétisation de ce projet-là, puis
Vous arrivez au fil d'arrivée. On arrive, là, tu sais. La première fois qu'on a visité la maison avec des murs, puis des portes, puis des lumières, puis des salles de bain, on a pleuré, on a capoté. Là, on est dans l'autre étape. On rencontre les familles, tu sais. La semaine dernière, je suis montée à l'étage où il y a les chambres, puis là, sur les portes de chambre, il y a la photo avec le nom de chaque résident. Mais pour moi, ces résidents-là, jusqu'à la semaine dernière, c'était des dossiers. Comprends-tu? Ben oui. Ils ont été sélectionnés par le CISMO, qui est le CI3S de la Montérégie-Ouest, avec qui on collabore étroitement, puis il y a une chance qu'on les a, tu sais. Eux autres, il y avait une liste d'attente, ils connaissaient les besoins, qui correspondaient à ce qu'on avait, tu sais, qui on voulait aider, dans le fond, dans la maison, là, tu sais. On voulait principalement aider des personnes autistes qui sont en milieu familial, donc qui habitent toujours avec leurs parents, qui sont à bout de souffle, épuisés, malades, vieillissants, etc., tu sais. Donc, eux autres savaient ça. Alors, c'était des dossiers pour nous. Puis même au début, on n'avait pas les noms, c'était confidentiel. Fait que c'était des numéros, c'était des lettres, tu sais. Le dossier A, le dossier B. Et là, à un moment donné, on a su les noms, mais c'était encore un peu abstrait. Puis la semaine dernière, la photo avec le nom sur la porte de chambre, Alexandra va vivre là. Sarah va habiter cette chambre-là. Tu sais, Olivier, il habite dans cette chambre-là. Alexandre, il joue du piano. Chantal, elle aime les cartes routières. Elle aime ça lire des cartes routières. Marie-France, elle capote sa lecture. Elle va apporter sa chaise de lecture dans sa chambre. Tu sais, on est là, on est dans le concret des êtres humains. Toute la finition, toute la dentelle. Toute la dentelle. Puis on est beaucoup dans l'émotion des parents. Bien là, oui, parce que là, il y a un détachement qui va se faire aussi. Oui, tu sais, ton podcast parle des proches aidants. Bien, tu sais, nous autres, c'est eux autres qu'on voulait aider d'abord. Ben, C'était ça notre souhait. C'était, oui, d'offrir un beau milieu de vie aux personnes autistes, mais c'est l'impact sur les familles. C'est ça qui est très, très, très grand et important. Mais c'est ça, je regardais les chiffres, là. Une personne autiste accueillie dans une de vos maisons, ça touche de 3 à 7 personnes. Ben oui, parce de que tu as les parents, les frères et sœurs. Quand il n'y a pas de frères et sœurs, c'est-tu parrain, marraine, oncle, tante. Tu sais, quand on dit ça prend un village, là, tu sais, bien, pour des enfants qui sont pas neurotypiques ou des gens à besoins particuliers, c'est encore plus de monde. Il faut se relayer parce qu'il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement. Quand tu as un petit frère, une petite sœur, ça teinte toute ta vie de famille. Tu sais, on a une résidente, là, ses parents sont assez âgés. Elle a passé toute sa vie à la maison. Elle est dans la cinquantaine, OK? Donc, tu te doutes que ses parents, ils ont 75-80, là. Puis elle a une sœur. Fait que là, les parents, eux autres, ils sont dans le... Tu sais, quand je te parle d'émotion, il y a le soulagement de voir ce projet-là se concrétiser puis de voir qu'OK, enfin, je vais respirer. Mais il y a un deuil aussi. Il y a le deuil de je me suis occupée de mon enfant toute ma vie. Puis là, elle ne vivra plus chez nous. Puis là, à côté, tu as la sœur. La sœur qui, elle, est plus dans le soulagement parce qu'elle, elle savait que c'était la prochaine, là. Quand les parents ne pouvaient plus ou si les parents meurent. Sont à bout, là. Oui, puis elle, la prochaine sur la liste. Mais elle, là, moi, je la connais pas, sa sœur, là, tu sais. Elle a-tu elle-même des enfants à besoins particuliers? Es-tu séparée monoparentale? As-tu 3 jobs? Tu sais, elle a-tu de la place dans sa vie pour accueillir sa sœur, même si elle l'aime de tout son cœur? Peut-être que non, tu sais. Puis on n'a pas les compétences. C'est ça qu'on veut souligner avec cette balado-là. C'est que les proches aidants, on a beau aimer nos enfants, nos parents, nos familles, on n'a pas les compétences. Pas toujours. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des médecins, on n'est pas des éducateurs psychologues. spécialisés. Exactement. Absolument. C'est pour ça qu'il faut aller chercher de l'aide. Exact. Puis, tu sais, on parle beaucoup du cas extrême. Nous autres, au début, là, on pensait beaucoup aux parents vieillissants qui s'inquiètent de qu'est-ce qui va m'arriver si je meurs. Je n'ai pas le droit de mourir ou d'être très malade. Tu sais, nous autres, on pensait beaucoup à ça. Puis, chemin faisant, tu te rends compte que c'est pas juste ça. C'est aussi que quand la vie est faite d'une certaine manière, quand on décide d'avoir des enfants, ben c'est parce qu'on va les élever, les éduquer, on va les amener à l'âge adulte. Notre but, c'est de les rendre autonomes, puis qu'un jour, ils fassent leur vie. Puis là, dans le meilleur des cas, peut-être qu'on va être grands-parents, puis on va prendre nos petits-enfants une fin de semaine de temps en temps, puis on va aller dans le sud avec notre fille puis sa famille. Ça, c'est le scénario idéal. Ça, c'est la vie. Parfait. Puis quand je vais prendre ma retraite, là, je vais pouvoir jardiner avec mon mari dans mon jardin ou je vais pouvoir partir en Winnebago, en Floride, l'hiver. Tu sais, c'est comme ça qu'on s'imagine notre vie. Les parents de ces enfants-là à besoins particuliers, puis là, je parle de personnes autistes parce que c'est ceux qu'on aide, mais ça vaut pour un paquet de situations. C'est multiple,
les proches aidants, ils ont aussi le droit d'avoir ces rêves-là puis ce répit-là, tu comprends? De poursuivre leur rêve, de continuer à avoir des rêves. Oui, tu sais, c'est pas normal qu'à 62 ans, tous les jours encore, tu brosses les dents de ton fils, que tu le rases, que tu qu'il le en a fasses à 25 manger, ou 32 qu'il en a ou 40, 25, 32. Tu sais, Ouais. c'est pas supposé d'être comme ça, la vie. Je sais que ces parents-là, ils disent « Oui, mais c'est mon enfant, Bien c'est sûr. ma réalité, je l'aime, je le fais sans On y le ferait penser. tous, bien sûr. On le ferait toutes, Oui. là. Mais ils ont-tu le droit, à un moment donné, de dire « Hey, Je vais penser un petit peu à moi moi. aussi, là, il faudrait que je respire un petit peu. Puis je vais avoir la T'sais. tête tranquille, parce que je sais que mon enfant est dans un lieu Il va être où bien. il va être bien, où il va être bien. heureux. Ouais, Exactement. Puis ils font face aussi à un paquet de jugements. Tu sais, il y a une maman d'une de nos résidentes, quand on lui a demandé « Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Hey, franchement, tu sais, placer son enfant, ça se peut-tu? » Tu sais. Elle dit « Amène-moi les voir. » Moi, ma réponse, c'est « Je vais t'en laisser 2 semaines. Tu m'en reparleras. » 24 heures, je pense qu'on Même pourrait 24 peut-être heures. pas s'en... Ouais. Je veux parler de ces familles-là, Véro, parce que c'est sûr, là, tu sais, tu parles d'eux, là, les parents, les frères, les sœurs. Écoute, ça a dû être vraiment un miracle, votre arrivée dans leur vie, parce que comme il n'y en avait pas, en tout cas pas ce type de service-là, ces résidences-là, Ben, c'est quoi, qu'est-ce que tu entends? C'est quoi les réactions? Ben, tu Qu'est-ce sais, qui- miracle, c'est un grand mot. Ben non, mais tu sais, c'en est c'est un sûr miracle, que pour Véro. plusieurs de ces... OK, je veux juste dire une chose avant de répondre à ta question. J'ai toujours un genre de... Je sais pas pourquoi, c'est comme si ce projet-là était tellement beau et grand. J'ai énormément d'humilité par rapport à ça. Ben, je le sais. Tu comprends? Je Bien veux pas sûr. que... C'est parce que quand j'en parle, puis que je m'emporte, puis tout ça, là, puis que je mets l'emphase sur à quel point ça va aider, puis que c'est beau, je me sens toujours comme si je faisais ça pour me faire dire bravo. Ben non, on le c'est sait, pas- puis tu l'as dit 100 fois. C'est pas ça pantoute. Ben tu non, comprends? tu n'es pas obligé de faire ça. Bon, maintenant... Donc, Non, puis pour revenir à ce qu'on disait au début de notre entretien, ça aurait été bien plus facile de juste lever des fonds puis leur distribuer. puis t'as pas OK? besoin du capital de sympathie, tu l'as déjà. Je veux dire, on va tout mettre ça de Tu sais, côté. ben, Là, c'est ça. pas Mais, ça. oui, mais je suis beaucoup Ouais. habitée de ça depuis que je côtoie les familles puis que je me tiens dans la maison plus puis qu'on engage du monde. Je suis comme, je sais pas, c'est beaucoup d'émotions à gérer en même Ben temps. oui. Peut-être parce que la responsabilité est très grande, puis parce que c'est très beau, puis c'est beaucoup d'émotions, fait que ça fait beaucoup à apporter. Bref, ceci dit, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est ça, c'est que c'était comme inespéré. Ben oui. C'est une chose que les familles souhaitaient, mais ils ne croyaient pas vraiment. Il y a une maman dont l'enfant n'habitera pas dans la maison Véro et Louis. Elle est sur la Rive-Nord, puis on n'est pas rendu là, mais on la côtoie beaucoup, tu sais, parce qu'on tisse des liens avec des familles oui. de personnes autistes depuis 5 ans. Donc, Josée, elle, nous dit souvent, la Fondation Véro et Louis, là, l'idée de la maison, du milieu de vie, pour moi, ça a transformé le mot « néant » en mot « espoir ». Puis, ce qu'on nous dit, c'est que juste l'espoir, c'est déjà immense. Tu sais, quand tu ne le vois pas, là, tu ne le vois pas. Juste que quelqu'un ouvre une brèche, on me dit que c'est déjà beaucoup. Fait que ça, Ben, c'est ce que j'imagine. j'entends le plus souvent. J'imagine. Comme tu dis, la paix d'esprit. Puis, tu sais, dans les cas plus extrêmes, on a des résidents dans la cinquantaine, nous autres, là, les parents vont s'octroyer le droit de mourir. Peux-tu croire à ça? Peux-tu croire que quelqu'un puisse se dire, bon, ben là, Je peux partir en j'ai paix. presque 90 ans, je vais pouvoir partir en paix après avoir passé une vie à me demander, Qui où va va m'aider? aller mon Où fils? va aller mon enfant? tu sais, c'est beaucoup, là. Fait que c'est ça que les gens nous disent le plus. Et là, Véro, aussi, le but, c'est d'avoir, je pense, c'est 5 maisons, 4 autres, 5 au total. C'est ça, là? On avait annoncé ça au départ, quand on était un peu naïf puis qu'on est parti dans nos grandes affaires. Ouais. Là, maintenant qu'on sait le travail que ça représente, ce qu'on veut faire, c'est vraiment marcher main dans la main avec d'autres fondations qui ont des Oui. projets similaires aux nôtres. Là, nous, on a fait un genre de défrichage auprès du Vous avez gouvernement. la Bible. On a la Bible. C'est tu sais, ça. la bâtisse, c'est telle que telle. Elle est adaptée, tout ça. Oui, tu peux suivre le modèle. Tu peux la faire plus petite, plus grande, plus longue, plus haute, selon le terrain Oui. que tu auras, en milieu rural, en Pour milieu 30, urbain. pour 50, Oui, peu tu sais, ça importe. s'adapte. Puis ça, c'était le bout plus facile, je te dirais. Oui. Le plus grand défi, c'est le partenariat avec le gouvernement. Parce que les services à l'intérieur de la maison sont couverts par le gouvernement. Ils nous octroient un montant par résident par année. On a fait une entente avec le gouvernement sur 10 ans
qui est renégociable, rediscutable. Mais nous autres, là, tout ce défrichage-là, c'est ça qui a pris 5 ans. Tu comprends? Et là, maintenant que la maison ouvre, là, c'est à nous de faire la démonstration sur les 24 prochains mois que ça fonctionne, que c'est utile. Et qu'on peut et on doit reproduire ça. Alors maintenant, prenez notre deal à nous autres, là, Ouais. puis donnez-le à tous les autres qui veulent le faire, pour pas qu'eux aient à se retaper le même chemin. Ben, c'est ça, on Parce a que- le livre d'instructions. Oui, là. puis tu l'as dit tantôt, nous autres, Louis puis moi, on n'a pas d'enfants autistes. On n'est pas des parents à bout de souffle épuisés de s'occuper d'un enfant ou d'un adulte autiste à la maison ou handicapé. Mais ces autres fondations-là, pour la plupart, sont portées par des parents qui Ouais. sont directement touchés, Ouais. qui sont brûlés, épuisés, puis qui font juste comme... On peut-tu être SOS. entendu pour Ouais. avoir de l'aide? Fait que nous autres, là, notre porte-voix, c'est à ça qui sert. Notre spotlight là, qu'on voulait, tu sais, qu'on avait déjà, Louis puis moi, puis qu'on a voulu prendre, puis tourner sur une cause, c'est à ça qui va servir le plus. C'est mon plus grand rêve en ce moment. Que d'autres maisons naissent aux 4 coins de la province à partir de ce modèle-là. Puis après, ça ne s'appellera plus Véro et Louis, puis tout ça, puis ça n'a plus aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on aura aidé au départ, Ouais. puis que ça fera des petits. Mettre puis en que- place un véhicule puis qui qu'il y va aura, continuer. après 20 personnes aidées et leur famille, il y en aura 40, 60, 200, 10 000 un jour peut-être. Qui Ouais, sait, tu sais. on le souhaite. Véro, merci tellement. Bravo. Merci à toi. Puis bravo à tous ces adultes, ces familles, ces parents qui vont jouir, qui vont profiter de cette nouveauté-là dans leur Ouais, vie. en espérant Et- que tout ça va bien se passer pour tout le monde, que C'est c'est une sûr. adaptation qui va se faire en douceur de part et d'autre. Puis, puisque je suis ici, j'aimerais lever mon chapeau et envoyer tout mon amour à tous les proches aidants parce que j'en côtoie depuis 5 ans, puis je vois vraiment le don de soi que ça prend, puis c'est tout à fait admirable. Ben, le message est transmis. Merci, Véronique Cloutier. Merci à toi. Madeleine Bisson-Bélanger est mariée depuis 47 ans à Gilles. Ensemble, ils ont eu un garçon et une fille, électricien de métier. Le 21 décembre 2011, à précisément 16h30, Gilles a reçu un diagnostic de démence frontale temporelle. Si on recule à sa retraite en 2005, ils décident tous les deux de partir en motorisé et font 100 000 km de route, puis un autre 500 km sur la côte ouest des États-Unis. J'imagine que le bonheur est dans le cœur, la vie est belle, remplie de rêves à réaliser. Madeleine Bisson, le 21 décembre 2011, il paraît que vous avez pleuré quand vous avez reçu le diagnostic pour votre mari. Je pense que ça se peut pas ne pas pleurer quand on reçoit un diagnostic pareil, qu'on a pris une retraite, qu'on a commencé à faire des voyages extraordinaires, qu'on a commencé à profiter de la vie après avoir tant travaillé, j'oserais dire. C'est certain que ça a été un choc, ça a été un moment difficile à passer, mais avec un conjoint qui me regarde puis qui me dit « Pourquoi tu pleures? » Ben, je lui dis « Écoute, c'est un diagnostic quand même, est-ce que tu as bien compris? » Il me dit « J'ai très bien compris. » Mais j'ai dit, c'est pas le fun. Fait qu'il me dit, ben non, mais il n'y a pas de souci, on va faire tout ce qu'on peut, on va tout faire, mettre tout ce qu'on peut tout de suite en marche pour en profiter le plus longtemps possible. Et puis, écoute, on va faire les plus belles choses qu'on peut faire là, pour les années à venir. Parce que lui, il pleurait pas. Gilles ne pleurait pas, lui. Gilles, c'est un résilient. Gilles, c'est quelqu'un qui prend les coups, qui fait ce qu'il peut faire de mieux après avec ce qui arrive dans la vie. Ça a été un éternel optimiste. Alors, pour lui, c'était sa phrase qu'il me dit toujours, c'est la vie. Alors, il fallait faire C'est avec. la vie. Ouais. Ça a été quoi les premiers signes, Madeleine? Comment tout ça est arrivé? Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que ça faisait longtemps que vous regardiez votre mari puis que vous vous posiez des questions sur son état? En 2006, on avait une rencontre avec le médecin, une rencontre annuelle, et puis la forme physique, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais il y avait quelques petits signes qu'il faisait. Je trouvais certains oublis, certaines choses que je remarquais qui étaient inhabituelles, j'oserais dire. Et puis quand on est allé voir le médecin, je lui ai demandé si elle voudrait faire un petit pré-test pour voir comment ça allait. Ça me rendait un peu mal à l'aise. J'ai demandé au médecin de le faire, mais pas en ma présence, pas trop en lui disant. J'osais pas comme faire face à lui pour lui dire hey, tu as des oublis. Je me sentais pas prête à ça. Alors, le médecin me fait faire un test et Gilles sort du bureau en me disant ah, ma coquine, tu m'as fait faire un test pour la mémoire.
Fait que là, je souris, j'ai dit, ben oui. Ben, il me dit, en tout cas, je veux juste te dire que j'ai eu 19/20, j'ai juste manqué la date d'aujourd'hui. Regarde, à la retraite, c'est normal d'oublier la date. Il avait tout à fait raison en plus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais en 2011, on a fait des grosses rénovations à la maison. Et mon mari a fait de l'électricité pendant au moins 30 ans, parce que 23 ans en tant qu'entrepreneur et avant ça en tant qu'employé. Et tout à coup, je le regarde faire, il est en avant d'un thermostat qui, écoute, il en a changé des thermostats dans sa vie. Et puis là, il est en avant de ça, il n'a plus aucune idée comment ça fonctionne. Alors, il est comme, ça fait presque 20 minutes que je le regarde, je ne le dérange pas parce que je veux voir comment ça se passe. Et puis là, je me dis, non, là, c'est vrai que ça ne va pas, ça ne se peut pas. Alors là, Et là, lui, est-ce qu'il est conscient? Il n'est pas conscient, là. Il ne sait pas que vous le regardez, puis il s'en rend pas compte, lui non plus, là. Je crois que non. Il regardait ça, ça lui prenait du temps, mais bon, c'est très difficile de juger hein, s'il s'en rend compte ou pas, parce que Gilles, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de la peine. Alors, il s'arrange toujours pour que ça aille bien. Alors, je ne suis pas certaine qu'il m'aurait dit Hey, ça ne va pas. Je ne pense pas que ça pourrait être venu de lui. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, là, c'est vrai que ça ne va pas. Alors là, j'ai recontacté mon médecin de famille. Là, je lui ai demandé d'aller plus loin dans les tests et tout ça. Et c'est là que tout ça s'est enclenché. Tout ça s'est enclenché. Il a été avec vous, il a habité. Parce que ça a été long quand même, hein? C'est quoi? Là, ça fait comme 10 ans. Puis c'est ces dernières années là, qu'on peut s'en rendre vraiment plus compte quand on regarde votre mari, quand on le connaît surtout. Parce que les premières années, c'était quand même pas si pire. C'est ce que vous dites? La phrase que les gens me disaient toujours, ils disaient, ben voyons, ça paraît pas, mais l'Alzheimer, la vraie maladie Alzheimer, c'est des pertes de mémoire. Gilles, ce n'était pas des pertes de mémoire. J'appelle ça des mémoires de tes actions. Alors, il ne savait plus comment faire. Alors ça, en groupe, comment faire, ça ne paraît pas tellement. Hein? Je veux dire, il est capable de parler, il est capable de manger, mais il n'est plus capable de s'habiller comme il faut. Il n'est plus capable de faire les travaux qu'il faisait habituellement. Alors, c'est cette perte de mémoire-là qui De là, la s'installe. démence frontale temporelle, c'est ça, hein? Oui, on dit frontotemporal, exactement. Oui, c'est ce qui est arrivé. Alors, ça, c'est la partie du cerveau qui est touchée. C'est la partie du cerveau cognitif. Alors, toutes les actions qu'on est habitué de faire, les choses que l'on connaît, bien, on les perd graduellement. Mais la mémoire, Gilles a encore beaucoup de mémoire. Il se rappelle de lui, il nous reconnaît. Si je lui parle des amis, il réagit, il entend la voix de son frère, de ses frères, je voudrais dire, et il les reconnaît. Alors ça, même après un diagnostic, ça va faire 10 ans en décembre, le diagnostic, même après tant d'années, cette mémoire-là est encore présente. Oui. Et donc, c'est les acquis hein, qu'on perd, en fait. C'est les acquis. Voilà. On fait un bout de chemin là, dans le temps. Je sais qu'à un moment donné, votre fils lui a offert une montre GPS en cadeau. Et j'aime bien, ça a été quoi votre réaction? Écoutez, la raison de l'achat, c'est qu'en 2017, bon, c'est sûr que la maladie prenait de plus en plus de place. Alors, nous, on avait une maison sur le bord de l'eau, c'est quand même assez grand. Alors là, je trouvais que ça commençait à être un petit peu trop difficile à gérer, à garder. Ben alors, oui. on en est venu d'un commun accord. Ça n'a pas été facile parce que lui, il ne voulait pas quitter cet endroit merveilleux. Alors, d'un commun accord, on a décidé de vendre la maison et de s'en mettre plus centre-ville, plus proche de toutes les choses à Val-d'Or. Ouais. Et alors là, à ce moment-là, pour lui, ça lui faisait perdre ses repères parce qu'à l'autre endroit, il faut dire que Gilles, c'est un grand marcheur et pendant des années, il marchait 7, 8, 10 km par jour. Et il y avait toujours la même petite marche qu'il faisait à l'autre endroit où on était, à l'autre maison. Mais là, en déménageant à un nouvel endroit, j'ai dit, oh là, c'était moins facile parce que là, c'était complètement ailleurs. Et il voulait continuer à marcher. Alors moi, pour le tenir à vie, c'est bien sûr, je ne voulais pas arrêter ça. C'est un équipe extraordinaire, la forme physique. Hein? Alors, j'ai marché avec lui. Alors là, il me disait, on va-tu marcher? Bien là, moi, dans le déménagement et tout ça, ça commençait à être plus compliqué. Alors, mon fils, il m'arrive une bonne journée, puis il me dit, maman, j'ai trouvé une montre avec un GPS dessus. Alors, on va pouvoir le suivre partout où il est. On va plus t'inquiéter. Alors là, moi, je lui ai dit, oui, ça, c'est génial. Ça va lui garder son autonomie, puis ça va me permettre un peu de répit. Tu sais, il faut s'avouer les vraies choses, là. C'est quand même beaucoup d'attention. C'était pas tellement de l'aide physique que j'avais à donner, mais de la surveillance. Oui. Il y a des étapes, Madeleine. Je pense que l'étape où on a dû lui enlever son permis de conduire, parce que vous en êtes arrivé à ça, il est arrivé un incident aussi lié à ça, hein? Bien, il est arrivé un incident, mais comme je vous disais depuis le début, Gilles s'arrange pour que ça se passe bien.
Alors, il est arrivé un petit incident, on était mis au courant, pas un accident, non, rien de grave. Puis on était mis au courant, et puis quand il est revenu de sa petite balade, il est rentré à la maison, fait que je lui ai dit, bon, ça a bien été? Oui, oui. J'ai dit, t'es pas arrivé un petit quelque chose cet après-midi? Alors, il s'assoit à la table, il avait déjà son permis de conduire dans la main, puis il m'a dit, je pense que je suis mieux de plus conduire à partir de maintenant. Alors, il m'a donné son permis de conduire, ça s'est Eh, fini. mon Dieu! Il m'en a jamais reparlé, il n'a jamais redemandé pour conduire. Il avait pris conscience à partir de ce moment-là, puis il était mieux de plus conduire. Mais c'est incroyable comment votre mari semble avoir vraiment une force de caractère. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des moments pour lui de découragement, de colère? Là, je parle dans ces premières années-là. Là. Est-ce qu'il y a eu des épisodes comme ça qui étaient vraiment, où on le retrouvait vraiment bouleversé, j'imagine? Je ne les croirais pas, mais c'est jamais. Jamais. C'est jamais arrivé. Jamais. C'est jamais arrivé. C'est Gilles incroyable. est un gars comme ça, je vous le dis, la résilience sur deux pattes, c'est incroyable. Il fait face à ce qui arrive, il passe à travers ça. Pendant une longue période, on a parlé beaucoup, son recul de plusieurs années, on parlait beaucoup de l'aide médicale à mourir. C'est quelque chose que Gilles aurait vraiment aimé. Alors là, on écoutait toujours ces émissions-là. Moi, dans un état vraiment, les larmes aux yeux, je me disais, on serait mieux de pas écouter ça. Il disait, je veux tout écouter. Je veux comprendre. Alors là, je vous dis ça pour vous expliquer comment Gilles traverse à travers les épreuves qui arrivent d'une façon incroyable. Puis vous dites que vous avez un mari qui vous rend ça facile. Ce sont vos mots. Ça, ben, c'est les mots qui me viennent à la bouche parce qu'il me rend ça facile, parce que depuis qu'il est entré en CHSLD, il ne m'a jamais redemandé pour sortir. Bien, c'est ça, parlons-en, parce que là, l'étape après ça, on fait des sauts, là, mais en 2019, ça devient plus difficile parce que là, Gilles passe par des périodes d'hallucination. Bien, ce type de démence-là, c'est ça. En plus de perdre tous tes moyens cognitifs, tu sais qu'à un moment donné, les hallucinations s'installent. C'est assez triste à voir, c'est assez triste à vivre pour lui parce que ça lui crée beaucoup d'angoisse, ça lui crée de la peur, il n'est pas bien. C'est un Gilles que je ne connaissais pas. Gilles est calme, Gilles est... Bon, il a son petit caractère, on s'entend, mais dans la vie de tous les jours, c'est un gars calme, c'est un gars... Et puis, c'était pas comme ça. Ça s'est passé très difficilement. Alors, ça a commencé fin 2018, mais je dirais que janvier, février, mars 2019, ça a été des mois très difficiles, où ça s'est intensifié, où ça a pris beaucoup de place, ou même si j'avais de l'aide à la maison, il y avait des organismes qui venaient me donner un peu de répit. Ça ne marchait pas parce que c'était trop intense pour lui. J'avais quand même des petites techniques qui l'aidaient. Je lui ai commencé des livres audio pour le calmer. Il y avait des écouteurs sans fil, il écoutait des livres. C'est un gars qui aimait beaucoup lire, il était capable. Alors là, on trouvait certaines choses qui le calmaient, mais là, on n'y arrivait plus. Là, dans les derniers mois, on n'y arrivait plus à le calmer. Donc, justement, on n'en arrivait plus. Donc, ça nous amène à la décision difficile de parler d'hébergement, de lui trouver un endroit sécuritaire pour lui puis pour tout le monde en même temps. Ça a été comment, cette étape-là? Donc, un premier CHSLD? Oui, un premier CHSLD, pas très loin de chez nous. Il y a un CHSLD qui est très reconnu. Alors, j'ai dit, bon, ben pourquoi pas, on va essayer pour un répit, parce que là, les enfants commencent à me dire, maman, ça n'a pas de bon sens, à un moment donné, il faut que tu commences à penser à toi, parce qu'à travers tout ça, on s'oublie, on ne se rend pas compte comment ça va vite, comment c'est intense, comment on s'implique, comment on se donne, on s'en rend. C'est du 24 heures sur 24. Au moment où on commence à craquer, de temps en temps, on pleure, de temps en temps, on dort moins, tout ça s'installe. Alors, les enfants, ils m'ont, je dirais, presque forcé à l'amener dans un répit. Alors, eux sont allés le reconduire parce que je ne m'en sentais pas capable, mais le matin même, pour la première période de répit, vers 10 heures, je lui dis, bon, vous m'excuserez, je l'appelle Minou. Alors, je lui dis, Minou, oui. Minou, aujourd'hui, tu vas aller en quelque part pour aller te reposer, prendre un peu de temps pour toi, puis je vais prendre un peu de temps pour moi. Ils vont prendre soin de toi, ils vont s'occuper de toi, ça va bien aller. Ah, il me dit, ben oui, c'est quand je vais. Très volontaire, bonne idée. Absolument. Alors là, il dit, est-ce que je peux t'aider à faire ma valise? J'étais comme, ben oui, on peut. Qu'est-ce que tu vas apporter? Alors on a fait ça ensemble, il a dîné. Après le dîner, il était comme prêt. Là. Il disait, bon, ben quand est-ce que je viens? Alors les enfants sont allés le nuit. Mais ça a été une moins belle expérience, pas à cause du centre, parce que c'était un très bon centre, mais
parce que sa période d'hallucination, cette fin de semaine-là, c'était très intense, il y a vu des choses. Bon. Alors, quand on est retourné le chercher, il m'a dit plus jamais je veux venir ici. Alors là, ça, c'était clair. À ce moment-là, Donc, on il a est retourné chez vous. il est retourné chez moi, ouais, parce que c'était vraiment pour un répit. Ça a été 3 jours. Alors là, il est revenu à la maison, mais bon, ça n'allait pas de mieux en mieux. Hein, la maladie, quand elle s'installe, elle recule. Alors, on a commencé à faire beaucoup de démarches avec une travailleuse sociale qui venait à la maison, qui venait de rencontrer, tout ça. Mais Gilles, c'est un petit coquin, c'est un petit wise, parce que quand les personnes arrivent à la maison, habituellement, elle était toujours quand même assez bien, il posait des questions. Ça va bien, M. Bélanger? Ben oui. Même s'il perd beaucoup la parole, je dirais qu'aujourd'hui, des mots une phrase de 3 mots, c'est beaucoup. Mais bon, il était toujours à son mieux, mais jusqu'à ce moment donné, les hallucinations étaient trop intenses. La travailleuse sociale est venue voir. Là, elle a vraiment vu son état. Elle a vraiment compris ce que je lui disais. Comme elle m'a dit, c'est pas qu'elle ne me croyait pas, mais tu sais, quand on le voit pas, c'est difficile à C'est sûr, juger bien sûr. où on en est rendu. Alors là, on a convenu de faire un répit, mais au centre d'hébergement à Val-d'Or, dans ma ville même. Alors, on a dit une semaine. Là, elle a dit, c'est assez, je vous vois dans quel état vous êtes, je vois comment ça va, une semaine au moins. Alors, Mais j'étais d'accord. juste avant de poursuivre, vous étiez dans quel état, vous, Madeleine? Parce que là, la travailleuse sociale vous dit, je vois l'état dans lequel vous êtes. C'était quoi cet état-là? Un état de fatigue extrême. J'étais, bon, la larme à l'œil régulièrement. On- Lui, il dormait quand même assez bien, mais moi, je ne dormais pas vraiment parce que Ben non. peur qu'il se lève, que je ne l'entende pas, trop fatigué, je vais le manquer, bon, etc. Alors, c'était. Ma fille a passé beaucoup de temps à la maison. Elle était en arrêt de travail à ce moment-là, puis elle me disait, non, non, ça n'a pas de bon sens. Elle disait, la tête te tourne 24 heures sur 24 parce que tu le regardes, tu vérifies, il lui manque quelque chose, tu lui donnes, il n'y a même plus besoin de parler, que tu es tellement à l'affût de ses besoins que finalement, toi, hein, tu t'oublies, tu fais plus rien. Ben non. Ben non. Il y avait des petits répits quand les dames venaient, mais même je sortais de la maison puis je me disais, ah, je ne prendrai pas le 3 heures parce que tout à coup que ça ne marche pas, tout à coup que les hallucinations embarquent, Ouais. etc. Fait, mon état, c'était ça, c'était un état d'alerte contre 24 heures sur 24. Épuisant. Et donc, est-ce que cette deuxième tentative-là a été un succès? Est-ce que ça s'est bien passé cette fois-là? Ça s'est très bien passé. Il est entré, bon, pour une première semaine, qu'on m'avait dit, une semaine. Après ça, quand moi, je suis allée le visiter, ils m'ont demandé de ne pas y aller pour 48 heures, pour le laisser bien s'installer, comprendre où il est, etc. Et quand je suis allée, les préposés, les infirmières me disaient, ben voyons, Mme Bélanger, vous ne pouvez pas garder cet homme-là à la maison, il y a trop de besoins, c'est trop intense. Comment vous faisiez à la maison? Mais là, on dirait que quand eux m'en ont parlé, ça m'a comme fait prendre conscience de ce que je vivais sans trop m'en rendre compte de ce qui se C'est passe. souvent comme ça, hein? Les gens disent souvent, c'est les autres qui m'ont fait réaliser où j'étais rendue, en fait, parce que vous êtes dans la spirale, puis vous vivez la vie, là. C'est Absolument. ça, hein? Ouais. Absolument. Alors, Alors, est-ce que c'est cet endroit-là où il n'est plus reparti, finalement? exact. C'est ça. Exact. Donc, il est resté. Ils ont étiré le répit d'une autre semaine. Puis à un moment donné, ils ont dit, ben, on va se rendre jusqu'au milieu mai. Milieu mai, on a rencontré vraiment tout le personnel en charge des admissions, avec un médecin qui est extraordinaire, qui m'a beaucoup aidé, qui nous a compris, qui nous a accompagnés là-dedans. Et quand on a dit, bon, là, on va le garder, ça n'a pas de bon sens que vous le repreniez à la maison. Le 6 de juin, on s'est rassemblés, le médecin, toute l'équipe, mes enfants. Mais j'ai dit, moi, c'est pas moi qui vais le dire. Là. Moi, je ne m'en sens pas la force. Fait que le médecin a dit, non, non, c'est moi qui explique ça. Alors, Dr. McGee a fait un job extraordinaire. Il lui a parlé. Puis Gilles était là, ah ben oui, moi. Elle lui dit, là, M. Bélanger, malheureusement, vous ne pouvez pas retourner à la Vous ne maison. retournerez pas, non. Encore une fois, dans un état de compréhension, de lâcher prise, de OK, d'accord. Là, il Eh disait, vous mon comprenez Dieu! bien? Oh oui. Bon. Est-ce qu'ils comprenaient à 100%? Je ne le saurais jamais. Non, je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais je vous dis, à partir de ce moment-là, il ne m'a jamais demandé pour ressortir. C'est certain que je me suis mis à y aller 2 fois par jour, le dîner, le souper, parce que de plus en plus, il perdait aussi ces moyens-là de s'alimenter seul. Alors, on a installé Ouais.
les visites. Ouais. Et il en est où aujourd'hui, votre mari Gilles? Donc, il est toujours à cette résidence-là. Je sais que vous êtes bien entourés, hein? Vous avez vos enfants. Mais lui, il en est où? Puis vous, vous en êtes où dans votre propre cheminement? Comment ça se passe? Euh, Quand vous dites on est bien entouré, mais vraiment bien entouré, là, vous parlez des enfants, mais il faut parler aussi des amis qui nous ont accompagnés. Quand moi, j'avais pris le rôle d'aller l'alimenter 2 fois par jour, à un moment donné, j'ai dû arrêter pour une intervention. Les amis ont pris le relais. C'était incroyable de voir le lien, tous les liens d'amitié, tout ça qui se sont, je dirais, renforcés même avec ça. Tu sais, parce Puis que des fois, c'est le contraire, hein? Souvent, c'est le contraire. Les gens savent plus où se les placer, gens savent plus quoi s'éloignent. dire, ils s'éloignent très souvent. Alors vous, ça a été le contraire, en fait, hein? Le groupe rapproché avec lequel on était ont vraiment pris le relais. Ça a été génial. Bon, c'est sûr que lui, la maladie fait son chemin. La pandémie m'a empêché d'y aller pendant 2 mois, deux Oui, mois jour oui. pour jour. J'avais peur un peu à ce qui était pour arriver parce que je ne savais pas d'accompagnement, comment ça se passe. Exact. Finalement, j'aime pas les appeler les anges parce que pour moi, les anges, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais au contraire, les infirmières et les préposés, c'est des personnes extrêmement présentes. Ah oui. Ils m'ont tellement aidé à passer au travers parce qu'ils ont eu la gentillesse de me faire des vidéos, des FaceTime aux 2, 3 fois par semaine. Ils m'envoyaient des photos pour voir comment ils étaient. Alors, pendant ces 2 mois-là, ben, c'était un 2 mois pour moi pour me retrouver. J'avais pas le choix. On n'avait pas le choix, mais on n'avait rien à faire autre. Oui, C'était oui. un moment qui m'a appris aussi que même si j'y suis pas, il survit très bien. Ben c'est ça aussi, hein? C'est Oui, ce que vous, oui, ça, je trouve que c'est important. Tu sais, il va quand même bien, même si je suis pas là. Puis ça oui, aussi, ça existe. Puis ça aussi, ça se peut. Puis au contraire, j'imagine qu'on devrait avoir un sentiment de gratitude. C'est facile à dire, mais on devrait avoir un sentiment de gratitude, de savoir qu'il est bien. Puis à moins que, tu sais, j'imagine que quand il est en crise, puis tu peux pas être là, ça doit être une torture, mais c'est pas ça la réalité avec Gilles, hein? ben, c'est pas ça parce que, comment je vous expliquerais ça? Ben, effectivement, la médication fait son œuvre. La médication, Aussi. beaucoup, tu sais, faut rendre justice, hein. La médication fait son œuvre. Ça a beaucoup calmé ses hallucinations. Les infirmières, les préposés ont aussi appris à le connaître quand il devient angoissé, quand il n'est pas, quoi faire, Oui, comment bien faire. sûr. Alors, tu sais, dans sa chambre, on a installé un petit appareil pour mettre sa musique. On lui a enregistré il y a 6 heures à peu près de musique. On appelle ça sa playlist. Alors, c'est tous Oui. les choix de musique que lui a fait avec moi. Alors, quand ça va pas, ou même, ils font jouer pas mal toute la journée parce qu'il est dans un état où il se reconnaît, où il connaît sa chanson, connaît sa musique. Alors, ça le calme beaucoup. Donc, vous l'outillez aussi. Je trouve ça intéressant parce que vous connaissez votre mari, puis vous l'outillez, comme là, sa musique. Je sais aussi que vous avez fait des enregistrements de messages par vos enfants. Vous lui parlez. Fait au fil du temps, vous avez développé des façons de faire qui sont très positives pour vous, puis pour votre mari aussi. Je trouve ça vraiment très, très inspirant, Madeleine. Merci d'avoir pris le temps de partager ce vécu-là que vous avez avec votre mari Gilles dans votre réalité. C'est un beau cadeau que vous nous faites aujourd'hui. Je vous souhaite paix, joie, santé, puis une bonne continuation malgré le contexte. Et merci d'avoir été là avec nous. Merci à vous, c'est bien apprécié. Merci Ça pour ce fait que vous faites. plaisir. Oui, on vous embrasse. Embrassez votre mari. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye, Madeleine. Bye. La Société d'Alzheimer de la Rive-Sud de Montréal offre des services de répit, des formations pour comprendre la maladie, comment vivre avec elle, interagir aussi avec la personne malade. Il y a la maison Campanile, qui est une résidence qui accueille des personnes atteintes de la maladie au stade léger ou modéré. Et pour nous parler de leurs services et de leur approche aussi, nous accueillons la directrice générale de la Société d'Alzheimer de la Rive-Sud, Julie Gagnon. Bonjour. Bonjour. Gagné. Gagné. J'allais dire Gagnon. Et j'aime ça, vous venez tout juste de vous asseoir, Julie, puis vous dites
Je suis tellement à ma place dans mon travail. Je suis à ma place. Ça, c'est tellement le fun d'entendre ça, là, dès le départ en plus, parce que je trouve que c'est rassurant. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On parle d'hébergement. Moi, je pense, c'est sûr que de penser à un milieu d'hébergement pour la personne qu'on aime, qu'on aide, qu'on accompagne, c'est sûr que c'est une étape majeure. C'est une étape qu'on sait douloureuse. Ça peut être même un choc autant pour l'aider que l'aidant, évidemment. On utilise souvent le mot « placer ». Il faut que je place ma mère, il faut que je place mon père. Bien là, je suis rendue à l'étape, il faut que je place mon mari. Et vous, vous dites, c'est pas ça pantoute qu'on fait, c'est pas ça pantoute qui se passe. Non, on place pas les gens. Les gens, les proches aidants nous amènent pas la personne aimée en disant « Allez-y, là, occupez-vous-en, je suis plus capable ». On voit pas ça. Ce qu'on voit, c'est un long cheminement au niveau des proches aidants qui, depuis longtemps, vont aider la personne du mieux qu'ils peuvent, soutenir, répondre à tous leurs besoins. Et à un moment donné, ben le proche aidant s'oublie, hein, on l'a entendu. Ouais. Le proche aidant a une vie, soit qu'il y a des enfants qui travaillent, essaient Doit d'aider avoir maman, une oui. vie, hein, continuer à avoir une vie. Exactement, et qui essaient d'aider maman et papa au maximum. Par contre, il vient un moment où on a de l'insécurité parce que maman ou papa est encore dans son appartement, le four est resté ouvert, tout ce qu'on Les entend. dangers, ouais. Et là, tranquillement, on se fait à l'idée, mais qu'est-ce qui serait le bon endroit pour papa ou maman? Ou le proche aidant est le conjoint qui, lui aussi, à un moment donné, a besoin d'aide pour des raisons médicales, pour l'âge. Donc, nous, on essaie d'accompagner les gens le plus tôt dans la maladie. Le proche aidant, dès le jour 1 où il commence, d'amener ce processus-là. Et quand ils arrivent chez nous, on leur fait une place. Ils sont chez eux. Exactement. Puis, tu sais, je parlais du choc. Hein? Ça peut être un choc pour l'aider, c'est un choc pour l'aidant. Mais une fois ce choc-là passé, une fois cette étape-là passée, il y a quand même une adaptation, évidemment. Et vous êtes là pour ça, parce qu'il paraît que quand on arrive chez vous, c'est « bienvenue chez vous ». C'est comme ça que vous accueillez les gens. Bienvenue chez vous. C'est bienvenue chez vous, bienvenue à la maison. La maison Campanile, c'est 3 petites maisons parce que... Oui, il y a la jaune, la bleue, et la verte. Donc, on veut qu'il y ait un maximum de 9 personnes qui habitent ensemble. Donc, ils partagent la cuisine, maison. Oui, la salle à manger, le salon, et ils ont leur chambre qui est meublée par la famille, avec la courte pointe, avec le vieux radio qui ne fonctionne pas, avec la lampe, le chapelet. Ça ne nous appartient pas. Les gens sont chez eux. Et les proches aidants font partie aussi de la maison. Ils peuvent venir quand ils veulent, ils peuvent sortir la personne pour aller au chalet, pour aller manger une crème glacée. Ils n'ont pas vraiment de compte à nous rendre non plus. C'est ça. Puis vous, tu sais, je disais tantôt, ça peut être une expérience heureuse. Puis vous dites, non, c'est une expérience heureuse. C'est une belle expérience parce qu'ils vont continuer à participer aux soins, s'ils veulent participer aux soins, aux décisions qui doivent être prises par rapport à leurs parents. Oui, c'est là que vous dites, travail d'équipe. Vous voulez travailler avec la famille, les aidants font partie de votre organisation. Oui. Et nous, on ne fait pas les choses à leur place. On fait en complémentarité avec eux. Donc, lorsqu'ils ont des besoins ou qu'ils disent... où je vais me lancer là, au niveau financier, puis c'est papa qui s'occupait de tout, puis maman ne sait pas comment, puis on ne sait pas comment. Bien, nous, on a des conseillers aux familles, on a des gens qui les accompagnent tout au long. Et les proches aidants apprennent à se connaître entre eux, puis découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Puis on offre une variété de services comme la formation sur la maladie, des cafés proches aidants où les gens peuvent aller ventiler avec quelqu'un qui sait vraiment, vraiment ce qu'ils vivent. Les gens vivent aussi un deuil blanc qu'on appelle parce que maintenant que la personne que j'aime est là, la maladie qui s'accélère souvent, qui évolue, bien là, on fait le deuil de tous les plans qu'on avait faits avec cette personne-là pour le futur, mais la personne est toujours là, puis on l'aime encore. Mais il faut faire un deuil d'une certaine partie de ça. Il y a des deuils qui se font, mais on reste un proche aidant. On reste un proche aidant. Vous avez besoin de ces gens-là. On en a besoin parce que grâce à eux, on connaît mieux les gens qui habitent chez nous. Et en quelque part, des fois, je me dis, maintenant, ils ont juste le bonheur à profiter. Ils arrivent, ils savent que la personne a mangé. Ils savent que la personne n'est pas sortie dehors. Ils dorment sur leurs 2 oreilles, ils se sentent en sécurité. Mais là, quand ils viennent, ils ont juste du beau.
à Ouais. vivre. Ils ont juste du beau à Puis, partager. dans cette organisation-là, la philosophie, c'est on se base sur les gens. Alors, je le disais tantôt, si Mme Poirier aime déjeuner à 11 h, elle, le matin, bien, elle va pouvoir déjeuner à 11 h. Il n'y a pas de règles, ou en tout cas, les règles qu'il peut y avoir sont très flexibles. Là. Je veux dire, on va s'adapter aux gens. C'est pas les gens qui s'adaptent à nous. Non. Non, C'est c'est ça. On appelle ça un milieu de vie. Ouais. C'est qu'on essaie de reproduire le milieu dans lequel ils sont en sécurité, qu'ils sont bien. Parce que déjà, de déménager, ça les dérange. Il y a beaucoup de points de repère. Mais on réalise rapidement parce qu'on ne fait pas ça sur un coup de tête. T'sais, on suit la recherche, on suit les données probantes. On essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour eux en résidence. Puis on se rend compte que les gens, rapidement, ils s'adaptent. Puis rapidement, ils ont des nouveaux amis. Là. Puis, ouais. Puis en plus, vous dites que quand on arrive, bon, dans ce cas-ci, là, c'est des résidences pour personnes âgées, donc les aînés atteints d'Alzheimer, des stades légers ou modérés. Donc, ça veut dire que les enfants se sont occupés de leurs parents, de la maman, du papa. Bien, si c'est vous qui aviez la tâche de faire le lavage de votre mère à chaque semaine, vous pouvez continuer à le faire là, dans ce contexte-là. On a des gens qui aiment le faire parce que maman aime que ses chemises soient comme ça. Puis je voudrais pas que cette chemise-là, elle passe dans la sécheuse ou peu importe. Il y en a qui amènent des petits plats. La majorité du temps, c'est le contraire. C'est que le prochain aidant va venir puis va dire, bien, je mange avec vous. Puis on commande des repas de plus. Puis tout le monde s'assoit à la salle à manger ensemble. Ouais. Puis les aidants sont bienvenus à toutes les étapes. Oui. Et vous dites aussi que c'est important pour vous que les familles fassent connaissance des résidents. Hein? La famille de monsieur Poirier, justement, la famille de Mme Saint-Germain. Pour vous, c'est important de créer donc quasiment une famille plus élargie même. C'est exactement ce que c'est. Souvent, c'est ça parce qu'on va voir qu'il y a des gens qui aiment aller marcher dans la cour. Donc, si toi, Marina, tu viens, bien, tu dis, c'est sûr que je vais amener Madame Champagne, elle aime ça marcher, je m'en vais faire marcher maman en même temps ou une telle aime jouer aux cartes. Donc, il y a un partage qui se fait, mais il y a beaucoup aussi de liens d'amitié qui se créent entre les proches aidants. Les gens sont malades, oui, la maladie évolue, mais quand même, je dirais, c'est pas des portes tournantes. Les gens vont quand même rester avec nous assez longtemps pour que les proches aidants qui sont là depuis un peu plus longtemps vont venir accueillir les nouveaux, puis les rendre en confiance aussi. C'est des deuxièmes familles. Puis c'est pas non plus un endroit où les personnes sont assises dans des chaises devant une télé. Là. Il y a des activités, c'est actif, on est proactif. Il paraît qu'il y a du dessin, des jeux, on s'échange les albums de famille, il y a des marches d'organiser. Oui, on a un jardin thérapeutique, on a des animatrices dans les maisons à tous les jours. On a notre personnel parce qu'on ne peut pas se comparer à un CHSLD. Hein? On a un ratio... 9 résidents par maison, c'est quand même extraordinaire. Mais tu sais, dans un milieu public, par exemple, je pourrais dire, bon, un préposé ou une infirmière auxiliaire va avoir 15-20 clients. Chez nous, je vais avoir 2 intervenantes pour mes 9 personnes. Donc, on a un ratio, c'est vraiment comme une famille. On est le personnel est habillé en civil, pas maintenant, présentement, à cause de la pandémie, mais donc les gens se sentent vraiment chez eux. Puis les familles vivent aussi, on est rassurés par ceux qui nous remplacent en partie, hein? Parce que, je veux dire, les aidants ont encore une place là, c'est juste que leur rôle se transforme. Oui. Mais on est rassurés de retrouver nos parents ou notre monde dans un contexte comme celui-là. Ça, on le sent beaucoup. Oui. Ils connaissent les intervenants et de jour, de soir, de nuit. Et puisque les intervenants et toute l'équipe connaissent si bien leurs parents aussi, qu'on peut déceler des fois s'il y a des petites choses qui vont moins bien ou de dire, bien, elle a parlé d'une telle personne, on n'est pas embarqué dans ce sujet-là parce qu'on n'est pas au courant, mais elle parle beaucoup de Nicole ou elle parle beaucoup de, tu sais, puis on invite les proches aidants à faire partie vraiment de tout ce qui est les activités que la personne va aimer, la stimulation. Ce qui va faire que la maladie va évoluer moins rapidement, c'est la stimulation. Puis la stimulation, ça ne veut pas nécessairement dire jouer aux poches à tous les jours, mais ça peut être de lire, ça peut être de regarder un album photo. Fait que si quelqu'un vient une fois par semaine pour chanter les 2 chansons préférées de maman le soir parce qu'elle n'a pas d'autre temps dans sa semaine, cette personne-là, c'est un proche aidant qui vient donner un morceau de bonheur. Exactement. C'est pas parce qu'on n'est pas là 24 heures sur 24 qu'on n'est pas un proche aidant. Puis ce que je trouvais beau, tantôt, on jasait avant de commencer, mais ce que vous disiez, si j'ai à traduire ce que vous disiez aussi, c'est que vous accompagnez les gens jusqu'au bout de leur vie
Et les familles restent. Les familles restent. Dans votre contexte, en les plus. Les familles restent. Se sont attachées à vous, se sont attachées à ce contexte-là. Oui, et à la cause. Et ils comprennent qu'ils ont été chanceux d'avoir été mis au courant de tout ce qui existe pour les proches aidants. Mais autour d'eux, il y a plein de gens qui sont peut-être pas au courant, que ce soit pour l'Alzheimer ou n'importe quelle autre maladie. L'aide est là. Et c'est difficile pour quelqu'un de dire « j'ai besoin d'aide ». Mais les gens le font et dès qu'ils le font, ils se rendent compte que nous, on ne fait que supporter et leur donner ce qu'ils ont besoin pour continuer le plus longtemps que possible, pour continuer chez nous, pour continuer jusqu'à la fin. L'année dernière, il y a une dame qui nous avait contactés au début du diagnostic parce qu'on offre de la formation, parce qu'on offre du répit à domicile, de l'accueil de jour. Donc, elle a cheminé longtemps avec nous jusqu'au transfert de son conjoint dans un CHSLD où il est décédé. Mais 2 jours après son décès, elle venait faire la marche avec nous parce qu'elle a dit j'appartiens là, j'ai besoin de faire ça, ça fait partie de ma réalité des dernières années. Qui de mieux pour témoigner ou pour consoler quelqu'un d'autre qui arrive ou quelqu'un qui est un peu perdu dans toutes ces étapes-là qui sont obligatoires à quelque part. C'est ces gens-là d'expérience. Moi, ma mère était ici, elle a été ici 5 ans, 10 ans. C'est riche. C'est riche et il faut vraiment... Notre rôle, c'est vraiment d'être à l'écoute. Tu sais, des fois, je dis, si je vendais des voitures, j'inventerais un gadget puis je m'organiserais pour dire aux clients qui en ont besoin. Mais c'est pas ça que je fais. Moi, je suis là pour écouter le client puis voir qu'est-ce que ces gens-là, les proches aidants, ont besoin. Puis quand on va avoir découvert un autre besoin ou qu'on va avoir ciblé un autre besoin, nous, notre travail, c'est de répondre à ce besoin-là. Puis, tu sais, je pense que notre plus grand rêve, c'est pas un rêve, c'est vraiment un objectif, c'est de pouvoir quadrupler, augmenter le nombre d'hébergements qu'on va pouvoir avoir pour les gens atteints de troubles cognitifs comme l'Alzheimer, mais peut-être d'aller aider d'autres résidences qui le font déjà en partie, puis de leur amener notre expertise, puis de dire on va vous aider à transformer des milieux de vie parce que cette population-là est vieillissante. Et le nombre de gens qui vont vouloir de l'hébergement dans des milieux de vie, oui, la demande va être grande. Il y a des chiffres qui sortent là, avec les années à venir, genre 2031, je ne sais pas quoi, là, mais les chiffres sont assez élevés. Julie Gagné, c'est rassurant de vous écouter, avec vos beaux yeux bleus en plus. C'est rassurant. Merci infiniment d'avoir fait le trajet pour venir à notre rencontre aujourd'hui. Merci. C'est un grand plaisir. Merci. Merci à tous nos invités. Julie Gagné, directrice générale de la Société d'Alzheimer de la Rive-Sud de Montréal, Madeleine Bisson, proche aidante, et Véronique Cloutier, qui nous a parlé de la Fondation Véro et Louis. Nous vous remercions d'avoir été là, à l'écoute de ces histoires, de ces témoignages-là, plus que pertinents. Si jamais, comme proche aidant, vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'être accompagné, c'est assez facile, via le courriel info-aidant-à-l'appui.org. Par téléphone aussi, on peut parler à quelqu'un. 1-855-852-7784. Les conseillers, conseillères, je vous le dis souvent, sont là pour vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. Et vous avez peut-être envie de partager votre vécu de proche aidant. Ça nous intéresse toujours. Allez au appuibalado.ca dans la section « Témoigner de votre expérience ». Dans le prochain épisode, parce qu'il y en aura un prochain, on est chanceux, on est content, nous allons traiter du deuil. Ça, c'est aussi une autre étape majeure. Alors, on se dit à très bientôt, j'espère, avec des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Bye bye tout le monde.